Merci à vous, passion parfaite dans vigilance, président Matomba. Surtout, comme on l'annonçait tout à l'heure, après ce communiqué, cette dénonciation, parce qu'il faut le dire ainsi, de la présidence de la République du Niger contre un autre média français, LCI. Quelques phrases. Alors, le gouvernement de la République du Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, dénonce avec force les déclarations abjectes tenues le 25 septembre 2023 sur la chaîne de télévision française LCI par un ex-agent des services de renseignement français évoquant des opérations de déstabilisation clandestine au Niger. On s'arrête là. Président Matomba, comme pour dire ou alors penser que oui, Monsieur Dom l'a si bien signalé, la bataille n'est pas seulement militaire, diplomatique, même communicationnelle, comme on peut le dire. La France va activer tous les leviers nécessaires malgré ce départ du Niger. Oui, Madame Siké, il faut déjà noter la qualité de la personne qui parle. Oui. Vous savez, ce serait un citoyen lambda qui n'est pas officier, n'est-ce pas, dans les services de renseignement, et autres comprendraient cela comme tout simplement un activiste ou je ne sais pas trop ce que vous voulez, ou alors quelqu'un qui fait des déclarations hasardeuses. Mais alors, ce n'est pas n'importe qui le dit sur ce plateau de LCI. Il dit: nous pouvons donc désormais librement mener des actions de déstabilisation. Ça veut dire qu'avant, les actions de déstabilisation étaient officielles, même si elles ne l'étaient pas. C'est-à-dire que la présence les poussait à mener des actions de déstabilisation, même si elles ne le disaient pas, elles présentaient autre chose. Mais maintenant qu'elles ne sont plus là et que leurs ressortissants, pour la plupart officiels, ne sont plus dans le pays, ils peuvent donc mener des opérations de déstabilisation, mais c'est beaucoup trop grave, Madame Siké. Mais il faut noter une chose quand même. Le départ de l'ambassadeur de France du Niger, n'est-ce pas, est le premier signe de la rupture diplomatique entre les deux pays. Donc, et quand on parle de rupture diplomatique, ça veut forcément dire que toutes les autres coopérations qui sont, n'est-ce pas, qui se passent entre les deux pays doivent subir des arrêts ou des ruptures complètement. Parce qu'il n'y a plus de relation entre les deux pays. Il n'y a plus de représentants entre les deux pays. Donc les deux pays ne se font plus confiance. Les deux pays décident donc de ne pas marcher ensemble. Mais alors, l'autre question que nous devons nous poser et que l'État nigérien, sur laquelle l'État nigérien doit pouvoir anticiper, je le sais, très brave et très intelligent, c'est qu'est-ce que la France apporte au Niger? Ou alors qu'est-ce que la France a toujours apporté au Niger depuis les années d'indépendance? Quand vous allez, ils vont se poser cette question. La réponse sera, entrera dans la négation. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que ce que la France a apporté n'a pas permis au Niger de s'émanciper, bon, selon le modèle qui est présenté aujourd'hui de l'émancipation, n'a pas permis au Niger de s'émanciper, n'a pas permis au Niger de se développer, a plutôt gardé le Niger comme un pays prisonnier dans sa propre maison. Et vous allez vous rendre compte que tout de suite, la France, dans une conclusion simple, n'a rien apporté de bon au Niger. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où la relation diplomatique est rompue, l'ambassadeur est parti, et déjà, bon, je n'aurais pas qualifié cela comme une victoire, mais c'en est une. Pourquoi je n'aurais pas qualifié cela comme une victoire? Parce qu'en réalité, c'est un État souverain qui demande à un ambassadeur venu travailler dans son pays de partir. Donc ça devrait être automatique, il ne devrait pas avoir de débat là-dessus. Mais c'est une victoire en même temps parce que la France a bombé le torse en se disant non, c'est nous qui allons dire quand est-ce que nous allons faire partie et à quel moment nous allons continuer, nous allons travailler avec le Niger ou pas. Sauf que la décision des autorités nigériennes a prévalu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le départ de l'ambassadeur n'est pas du tout volontaire, ce n'est pas la volonté de la France. Le présenter comme si c'était une volonté de Macron, le moment choisi par Macron, non, du tout. C'est la volonté des autorités nigériennes, c'est la détermination du peuple qui a poussé, n'est-ce pas, cet ambassadeur à partir. Maintenant, la France a sensiblement, comme ils disent, 1500 hommes, Madame Siké. Il ne faut pas des mois pour faire partie de ces hommes.
Parce qu'en réalité, ça fait combien de vols qui peuvent être autorisés pour mettre ces derniers dans les vols et partir? Vous devez regarder jusqu'à quel niveau ceux qui en prétendent, c'est-à-dire cette France, venir aider les peuples africains, venir aider les Nigériens, sont, n'est-ce pas, ont tout simplement ce qu'on appelle en Afrique un mauvais cœur, un cœur noir. Laissez-moi utiliser ce terme. Parce que lorsqu'ils disent, bon, il faut qu'on parte, on amène la logistique. Pourquoi cette logistique-là? Si vous étiez venu aider, pourquoi vous ne la laissez pas à l'armée nigérienne? Même si les relations diplomatiques sont rompues. Pourquoi vous ne la laissez pas? Cette logistique, ma foi, qui est même déjà payée. Pourquoi cette logistique n'est pas restée, la logistique qui devait rester, ceux qui étaient au Mali n'ont pas laissé la logistique? Pourquoi ils ont transporté toute la logistique? Et détruit les infrastructures qui abritaient cette logistique-là. Pour les matériaux qui n'ont pas pu transporter, ils les ont détruits au Mali. Ils feront pareil au Niger. Une partie de cette logistique certainement sera transportée au Tchad. Vous avez vu que c'est le cheminement. L'ambassadeur parti du Niger a fait escale au Tchad avant d'aller, n'est-ce pas, en France. Mais dis donc, parlons peu, parlons vrai. Si ces derniers étaient venus pour combattre le djihadisme, même s'il y a rupture de relations, même s'il y a rupture de coopération, ils doivent quand même se dire, nous avons exploité ce pays depuis plusieurs années. Leur laisser ce matériel, cette logistique, ne nous ferait pas autant mal, puisqu'il s'agit du combat contre le terrorisme. Mais la vérité, c'est qu'ils ne sont jamais venus combattre le terrorisme, parce qu'en réalité, le terrorisme était alimenté par eux pour que les Nigériens ne soient que préoccupés par l'aspect sécuritaire et délaissent l'aspect économique qui était donc géré par certaines personnes. Parce qu'en même temps, lorsqu'on vous signe les contrats, ils signent des contrats, ils vous font savoir que non, en compensation avec l'action militaire que nous menons pour la sécurité de votre pays, pour la sécurité de vos autorités, vous devez quand même nous accorder telle marge par rapport à tel contrat. C'est ce qu'ils font depuis à nos dirigeants. C'est ce qu'ils ont fait au Niger. C'est comme ça qu'ils ont eu pour la plupart plusieurs autres contrats en dehors du contrat de l'uranium. Donc il est important aujourd'hui de dire et de présenter cela aux yeux du monde. Ce n'a jamais été des aides pour lutter pour la sécurisation des territoires. Et puis, Madame Siké, il faut toujours le dire, la sécurité d'un État représente sa souveraineté. On ne sous-traite pas la souveraineté, la sécurité. La sécurité ne se sous-traite pas dans un État. Vous ne pouvez pas confier votre sécurité à un pays externe. Vous ne pouvez pas. Ça ne se fait pas. Les gens peuvent collaborer avec vous, mais vous êtes ceux-là qui déterminent ce qui doit être fait dans le champ sécuritaire. Donc, quand vous allez donc voir, aujourd'hui, la France, quand on va regarder sur le plan économique, qu'est-ce qu'elle apporte au Niger? Non, ben, on ne va pas parler du CFA, puisque le CFA n'a jamais aidé le Niger. Puisque les transactions du Niger, pour certaines, sont bloquées à cause du CFA. Ça veut dire que cette rupture avec celui qui imprime, n'est-ce pas, le CFA, veut tout simplement dire que le Niger est sur la voie de la sortie du CFA. Oui. Ça veut dire que la coopération qui se fait aujourd'hui entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, d'ailleurs, ils ont parlé de coopération monétaire. Ça veut dire qu'une autre lecture de la sortie du CFA est déjà enclenchée. Madame Siké. Donc, le Niger ne doit pas se poser autant de questions. Elle est sur le bon chemin. Parce qu'en réalité, si on fait le bilan de 60, 50, 55 ans, entre parenthèses, de soi-dit indépendance, on verra que la France n'a pas apporté grande chose aux Nigériens. Donc les Nigériens ont le droit, n'est-ce pas, de coopérer avec qui ils veulent, comme ils veulent, le plus important étant de sécuriser le territoire, le plus important étant de protéger les biens et les personnes, le plus étant de subvenir aux besoins d'améliorer les conditions de vie des populations. Donc voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu, Madame Siké. Merci à vous, Président Matomba. C'était bien sûr notre thématique. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Vous affichez quand même déjà les différents numéros de téléphone. On va prendre la réaction également de nos téléspectateurs. Président Matomba,
À la suite donc des autres companélistes, et bien sûr, avec cet extrait que nous avons suivi, Madame Colonna et bien sûr Monsieur Lecoq, le député français qui dénonce ce néocolonialisme, cet impérialisme. Il dit d'ailleurs que ce néocolonialisme qui se vit même aussi dans les territoires d'outre-mer, là-bas du côté de la France également. Alors, patient parfait dont nous disait la France, vous parlez. Effectivement, président Matomba, aujourd'hui, lorsqu'on sait et on pense qu'il y a encore des Africains aujourd'hui qui se moquent de ce combat, de ces revendications panafricaines. Et lorsqu'on voit qu'en France, ce sont les Français même, les politiques françaises même, qui, comme ça, lorsqu'on écoute M. Lecoq, qui dénoncent ce que les panafricains, depuis des années également, dénoncent, comme pour avouer ce projet impérialiste de la France en Afrique. Mais Madame Siké, il faut comprendre que la France fait partie, si vous voulez, dans le monde entier, d'un des pays qui a ce qu'on appelle une communication, une meilleure communication. Ça ne faut pas le négliger. C'est-à-dire que nous pouvons tout reprocher à la France, mais nous ne devons pas négliger le fait qu'en matière de communication, la France fait partie, n'est-ce pas, dans le monde des leaders. Ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que même le peuple français est sous-informé, n'est-ce pas, des réalités que traversent les peuples africains. Parce que lorsque vous allez prendre d'abord au niveau des études en France, qu'est-ce qu'on dit de l'Afrique aux étudiants, aux élèves, aux apprenants? Qu'est-ce qu'on dit de l'Afrique? En fait, on leur présente l'Afrique comme une brousse, un endroit où on fait de la chasse, de la cueillette, un endroit où les animaux vivent et pas plus. Alors, vous allez voir que quand vous entendez un Éric Zemmour parler des Africains, prendre une posture et voir des Français qui applaudissent, en réalité, ces Français-là qui applaudissent Éric Zemmour, ce sont des gens qui n'ont aucune notion réelle de ce que c'est que l'Afrique et ce que l'Afrique représente dans le monde géopolitique et même géoéconomique, ce que l'Afrique apporte à la France. Mais vous avez donc certains qui réussissent à s'informer. Parce que lorsque je parle d'information, Madame Siké, en France, oui, les Français ne regardent pas France 24, je suis désolé de vous le dire. Ce n'est pas des chaînes qui regardent. France 24, c'est une chaîne construite pour l'Afrique. Les Français sont sur France 2, sont sur TF1, ils sont sur plusieurs chaînes. Ils ne parlent pas des problèmes de l'Afrique ou de l'Afrique. D'ailleurs, c'est de bonnes guerres qui parlent de leurs problèmes. Comme nous, désormais, nous parlons de nos problèmes aussi. Alors, ils ont construit des médias qui, eux, sont là uniquement pour travailler et informer les Africains. Une information qui n'est toujours pas juste. Quand vous avez donc la position des messieurs comme Jean-Paul Lecoq aujourd'hui et de plusieurs autres Français, ils commencent à s'informer par d'autres canaux. Ils comprennent la réalité des Africains et ils comprennent ce que les Africains vivent et ils comprennent que la politique française menée depuis toujours en Afrique est une mauvaise politique et qui n'aide ni les Africains mais qui aide tous ces Français. Vous savez, dans ces qui ont quand même un peu d'humanisme en eux. Et nous devons reconnaître cela à Jean-Paul Lecoq. Voir que comment la façon d'exprimer, de dire ce qu'il pense, de dire ce... Et il ne faut jamais perdre de vue qu'un député est un représentant du peuple. Quand il parle, ça veut dire que derrière lui, ce sont des milliers de personnes qui ont accepté, qui lui ont donné mandat de parler en leur nom. Donc aujourd'hui, il y a le combat panafricanisme est en train de porter des fruits au point d'amener donc ceux-là aussi chez eux à commencer à comprendre ce qui se passe réellement en Afrique. Quand vous avez la réponse de Colonna qui vient vous dire que les universités françaises sont attractives, mon Dieu, on peut être attractif sans avoir du contenu. Ça, au moins, vous le savez. Vous savez qu'on peut embellir un bâtiment, faire ABC, et puis vous avez le plaisir à entrer dans ce bâtiment, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Donc, ils ont travaillé sur l'attractivité de leurs établissements. Et nous, tout bêtes comme nous sommes, excusez-moi du terme, peu intelligents que nous sommes, nous prenons tous nos enfants, nous envoyons dans leurs écoles, nous envoyons dans leurs universités, parce qu'ils ont, ils ont travaillé sur l'attractivité, pas sur la qualité. Pas sur la qualité de l'enseignement qu'ici, à notre environnement en Afrique. Mais ils ont travaillé sur la qualité de l'enseignement qu'ici, à leur environnement à eux. Ils ont travaillé sur des modèles
comment je vais dire, de lobotisation, n'est-ce pas, des Africains pour leur propre système. Donc voilà, si vous voulez. Et lorsque ces députés parlent même des territoires d'outre-mer, qui ont sérieusement besoin d'aide, et dont la France, et puis elle vient avancer des chiffres, qui ne sait pas que la France est super endettée, à plus de 112% de son PIB, plus de 3 000 milliards, n'est-ce pas, d'euros de dette. Et la France, c'est cette France-là qui, n'est-ce pas, dans sa réponse, une réponse avec beaucoup d'orgueil et de condescendance, dit, bon, on traite égal en Afrique, nous apportons les aides, mais attention, de qui se moque-t-on? De qui, elle se moque de qui, là? Et heureusement pour le député, qui a été très sage, en lui disant qu'en 2 minutes, vraiment, je préfère ne rien dire. Je vous laisse dans votre délire, parce qu'il savait, et pour la plupart, n'est-ce pas, de ces députés, ils savent que ce qui se passe en Afrique est tout simplement cruel. C'est criminel. C'est pour cette raison que vous voyez de plus en plus les Français, pour certains, qui ont l'information, demandent à Macron et à la France de sortir de l'Afrique. La France parle de l'Afrique comme si l'Afrique était un pays. L'Afrique, c'est un continent. L'Afrique, ce n'est pas un pays. Vous avez des pays, le Centrafrique, à lui seul, dépasse toute la France en termes de dimension. Donc la France ne peut pas parler de l'Afrique comme si c'était un pays. Et le plus grave, madame, vous savez, le fait de souvent refuser notre responsabilité ou d'assumer notre échec nous pousse souvent à vouloir globaliser ce qui se passe. Lorsqu'on dit que le sentiment, il y a un sentiment anti-politique française, vous voyez ce que cette dame ramène, elle dit l'Afrique c'est 54 pays. Bon, elle a oublié que c'était peut-être 55, c'est avec le Soudan du Sud et autres. Donc, elle oublie que l'Afrique c'est autant de pays. Mais là, elle veut dire quoi? Si dans les 14 pays dans lesquels, ou les 15 pays, ou alors les pays dans lesquels on parle la langue française, nous sommes en mal, ça veut dire, comprenez que dans d'autres pays, nous sommes bien. En fait, elle refuse d'assumer l'échec. La France refuse d'assumer l'échec en essayant de globaliser ses rapports avec d'autres pays. Dieu seul sait comment ça se passe ailleurs. Dieu seul sait comment ça se passe ailleurs. La vérité, c'est qu'elle n'a pas la même relation avec les pays francophones ou les pays appartenant au franc CFA que d'autres pays. Elle n'a pas les mêmes rapports. Ce sont ces pays-là, ces pays dans lesquels le CFA est utilisé, qui demandent à la France de partir, qui veulent rompre les relations, n'est-ce pas, avec la France. Donc on ne peut pas, elle ne peut pas vouloir globaliser au lieu d'accepter que la politique française en Afrique est un échec. Ah, c'est fini le moment où c'est la France qui venait mettre des dirigeants en Afrique. C'est fini le moment où c'est la France qui disait, dans votre économie, voici ce que vous devez prendre en priorité. C'est fini le moment où la France venait dire que dans votre éducation, voici ce qui est prioritaire. Les Africains ont compris que désormais, ils doivent prendre leur destin en main. Mais comme je l'ai souvent dit, Madame Siké, le combat d'outre-mer, c'est notre combat. Des Africains d'outre-mer, des Noirs d'outre-mer, c'est notre combat. Parce que ces territoires-là doivent appartenir aux États-Unis d'Afrique. Ces territoires ne doivent plus appartenir à la France. Et vous le savez, nos frères qui sont de l'autre côté, depuis toujours, demandent leur indépendance. Demandent leur indépendance. Et après la lutte, pendant que nous menons ce combat, nous devons les aider, n'est-ce pas, à arriver aussi à une indépendance pour que nous puissions ensemble former les États-Unis d'Afrique, parce que ce qui se passe est beaucoup trop grave. Nous avons un grand marché, je l'ai toujours dit. Nous avons un potentiel énorme. Nous avons tout pour devenir une véritable force. Écouter des personnes comme Colonna nous narguer, c'est tout simplement dire, c'est tout simplement ne pas comprendre la puissance et la force que nous avons. Je crois qu'aujourd'hui, avec l'accentuation, avec l'information qui circule, parce que Dieu merci, ceux qui ont pensé, n'est-ce pas, à mettre sur pied tout ce qu'on peut appeler Internet et autres, croyaient peut-être mal faire aux Africains. Mais aujourd'hui, l'information va à une vitesse éclair. Vous avez les Africains qui sont en France, vous voyez par exemple dans vos émissions, vous avez des Africains de la France, des Français même de la France qui vous appellent, vous avez de la Guadeloupe qui appelle, vous avez un peu de partout dans le monde, des États-Unis, un peu. Ça veut dire que l'information aujourd'hui ne dort pas, Madame Siké. C'est ça aussi l'avantage de cette révolution. Mais nous devons rester en veille et continuer dans le combat parce que ce n'est pas, comme j'ai l'habitude de dire, un jeu d'enfant.
Il est important de le mener, mais il faut le mener sereinement et sérieusement, mais surtout avec détermination. Merci. N'oubliez Il faut tout de suite savoir que ces tentatives de déstabilisation ont jusqu'ici pris deux formes. Premièrement, la tentative d'exfiltration du président déchu, Bazoum Mohamed. En son temps, vous avez suivi le communiqué du CNSP et du gouvernement sur cette affaire. La justice a été saisie pour faire toute la lumière sur l'affaire. Le procureur général près la cour d'appel de Niamey a tenu un point de presse à cet effet le mardi 31 octobre 2023. Deuxièmement, des messages haineux à l'élan clanique, ethnique et racial sur les réseaux sociaux et d'autres moyens de presse. Toutes choses contraires à nos lois, contraires à notre tradition de vivre ensemble et contraires à nos valeurs culturelles et religieuses. Le Niger est un pays de bons croyants. Plus de 98% de musulmans qui vivent en paix avec les autres religions. Le SG, en charge de la communication, le ministre de la Justice vont vous faire un état de la situation en rappelant la loi et les sanctions qu'encourent ceux qui s'inscrivent dans la logique de déstabilisation de notre pays. Avant de passer la parole au ministre de la Justice pour le premier point, j'aimerais dire avec calme, sérénité et force que le CNSP et le gouvernement présidé par son Excellence le général Abdraman Chani ne laisseront personne déstabiliser le Niger ou arrêter la marche patriotique honorable et historique que le peuple nigérien, qui conduit le peuple nigérien vers sa dignité retrouvée et sa souveraineté. Suite aux événements du 26 juillet 2003, il a été observé que beaucoup de publications de nature à porter atteinte à la quiétude, à la paix et à la cohésion sociale ont été relayées par les réseaux sociaux. Les risques graves de division et d'incitation à la haine, à la violence que ce comportement faisait courir à notre pays, nous avait conduit à instruire les procureurs généraux pour prévenir les auteurs de ce type d'agissement à travers des points de presse au niveau des ressorts des cours d'appel de Tawa, de Niamey et de Zender. Mais malgré les mises en garde adressées, ces comportements persistent encore et s'assimilent à une défiance à l'autorité de la loi. Les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, continuent d'être inondés de messages de haine et d'invectives véhiculées de manière consciente ou non, avec pour motivation dans certains cas la remise en cause de notre unité nationale. S'il faut se réjouir de l'existence de ces espaces de liberté, où devait régner la convivialité entre citoyens et l'expression plurielle des opinions, il faut aussi regretter et condamner avec fermeté certains dérapages. En effet, ces messages devenus récurrents constituent, il ne faut pas en douter, des matières à poursuite devant les tribunaux, aussi bien pour des faits constituant des infractions à la loi pénale que ceux qui sont passibles des infractions prévues par la loi sur la cybercriminalité et le code de justice militaire. Il nous est rapporté, et nous l'avons ainsi constaté, que des discours appelant à la haine ethnique sont quotidiennement diffusés. Des plus hautes autorités aux simples citoyens, personne n'est épargné et les nombreuses procédures diligentées au niveau de plusieurs tribunaux de notre pays
témoignent de cette dérive. Pour illustrer nos propos, nous portons à la connaissance de l'opinion publique que les infractions au code pénal, à la loi sur la cybercriminalité et le code de justice militaire constatées ces derniers jours à compter du 1er août au 27 octobre au niveau des tribunaux de grande instance de Niamey, du tribunal de grande instance de Zender, des tribunaux d'instance des autres départements sont au nombre de 27 procédures ayant mis en cause une quarantaine de personnes. Les infractions les plus couramment relevées sont celles prévues par la loi 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité. Au Niger, modifiée et complétée par la loi 2022-30 du 30 juin 2022, par les dispositions du code pénal, par les dispositions de la loi portant sur la justice militaire. S'agissant des infractions à la loi relative à la répression de la cybercriminalité, il est à relever qu'il y a des infractions relatives à la production et diffusion des données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine, prévues et punies par l'article 31 de la dite loi. Accès illégal à tout ou partie d'un système informatique, prévu et réprimé par l'article 3. Fraude à l'informatique. Injure par des moyens de communication électronique, prévu par l'article 30 de la loi. Diffamation par moyen de communication électronique. Chantage par un moyen de communication électronique. Escroquerie par un moyen de communication électronique. Propos à caractère régionaliste, raciste, ethnique, religieux et xénophobe. Atteinte à la défense nationale. Les peines encourues par les auteurs de ces infractions ci-dessus. Pour l'accès illégal, une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et une amende de 500 000 à 1 million de francs sont prévues. Pour l'escroquerie, une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans d'emprisonnement et une amende correspondant au triple de la valeur mise en cause sans qu'elle ne soit inférieure à 1 million de francs. Pour le chantage, une peine d'emprisonnement de 2 à 7 ans et une amende de 5 millions de francs à 20 millions de francs CFA. Pour la diffamation, une amende de 5 millions de francs à 10 millions de francs CFA. Pour l'injure, une amende de 5 millions à 10 millions de francs. Pour la production et la diffusion de données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine, une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Pour les propos à caractère raciste, régionaliste, ethnique, religieux et xénophobe, une peine d'emprisonnement d'1 à 5 ans et une amende de 1 million à 5 millions de francs. Pour les infractions à la défense nationale, la peine prévue peut aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Il est à relever que le faible taux de saisine des autorités de poursuite est dû au regard de l'ampleur de cette criminalité qui menace la cohésion sociale et la paix publique. Ce faible taux peut être expliqué en partie par la durée, souvent longue, des investigations, due au fait que non seulement les criminels utilisent des faux profils, mais aussi la plupart résident à l'étranger. Le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions pour pallier ces difficultés. Le gouvernement en appelle au sens du patriotisme des Nigériens pour éviter des comportements qui portent atteinte à la stabilité nationale et qui ne profitent qu'aux ennemis de notre pays. En tout état de cause, les procureurs généraux, les procureurs de la République,
Les procureurs délégués sont instruits pour engager systématiquement toutes les poursuites idoines pour tous ceux qui véhiculent à travers les réseaux sociaux, photos, dessins, sons ou vidéos de nature à créer le trouble à l'ordre public. Il sied de porter à votre connaissance que d'ores et déjà, des procédures engagées ont permis l'interpellation d'au moins 40 personnes qui sont déférées devant les juridictions. La difficulté essentielle qui fait que l'on relève une lenteur dans la réaction de la justice est essentiellement due au faux profil et au fait que tous ceux qui utilisent ces canaux, la plupart du temps, passent par l'étranger. Et vous savez bien le contexte dans lequel notre pays se trouve. La plupart de ces contrevenants sont situés dans la majeure partie dans les pays de la CEDEAO. Mais dans tous les cas, les investigations se poursuivent et les dispositions sont prises pour démanteler tous les réseaux qui prônent la division, la haine et le fait de dresser les Nigériens les uns contre les autres. Donc pour dire que la justice n'est pas en reste par rapport à la poursuite de ces infractions. La loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger. Cette loi a incriminé tout comportement illégal faisant intervenir des opérations électroniques qui visent la sécurité des systèmes informatiques et des données qu'ils traitent est tout à fait illégal commis au moyen d'un système ou d'un réseau informatique ou en relation avec un système informatique. La loi numéro 2019-3 du 30 avril 2019 portant sur les transactions électroniques. Il s'agit d'assurer la sécurité des transactions effectuées en ligne. La loi numéro 2022-059 du 16 décembre 2022 relative à la protection des données à caractère personnel. La loi portant interception de certaines communications électroniques. Le décret numéro 2020-331 PRN du 8 mai 2020 portant sur l'identification des acheteurs et ou utilisateurs de services de téléphonie mobile et d'Internet ouverts au public. La stratégie nationale de cybersécurité adoptée par le décret numéro 2022-990 du 27 décembre 2022. Les conventions ratifiées par le Niger en matière de cybercriminalité. Le Niger a ratifié le 13 janvier 2022 la Convention de Malabo sur la protection des données à caractère personnel. Il a aussi ratifié le 2 septembre 2022 la Convention de Budapest sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001. En matière de preuves électroniques, pour faciliter la recherche et la reconstitution des preuves électroniques, des institutions ont été créées. Il s'agit du Centre national de cybersécurité, CNAC. La principale mission du CNAC est de lutter contre la cybercriminalité. Le point de contact 24/7 PJ. Voilà en gros ce qu'on peut retenir par rapport à ces mesures réglementaires en matière de cybercriminalité. Merci. Je tiens pour ma part à rappeler que toutes ces actions, ces manipulations politiciennes, ces agitations procèdent d'une tentative de déstabilisation de notre pays par une puissance étrangère. Je cite ici la France, avec la complicité de certains Nigériens traîtres à la nation. Ils feront tout pour que le Niger revienne sous leur domination totale. Ils vont tout faire pour revenir à l'ancien système dans lequel les dirigeants sont leurs marionnettes. Dans ce cadre, il faut inscrire cette tentative d'exfiltration du président déchu. Quant aux incitations à la haine ethnique et raciale sur les réseaux sociaux et autres moyens de presse, c'est simplement qu'ils sont en train d'appliquer leur vieille politique, diviser pour régner. Vous avez entendu M. Macron parler des races et ethnies. Sa tentative malheureuse d'ethniciser le renversement par le CNSP du régime du président déchu. Ce qui est complètement insensé,
est profondément contradictoire. En effet, l'on ne peut logiquement défendre l'idée que le peuple soutient le président déchu et que les Nigériens sont racistes. L'on ne peut logiquement défendre l'idée que les Nigériens sont racistes et qu'ils ont élu un président qui serait d'ethnie ou de race différente d'au moins 98% des Nigériens. La vérité, les Nigériens, le peuple dans son écrasante majorité, ont dépassé ces basses considérations. Les Nigériens ont des forts liens de sang, des liens de cousinage, des liens de mariage. Ensuite, notre religion, notre tradition, notre vivre ensemble millénaire font de nous des frères et des sœurs. Nous, dans l'armée, sur le terrain, face à l'ennemi, à la mort, nous savons que notre frère, c'est celui qui se tient à nos côtés. C'est le frère d'armes. C'est celui que nous comptons, peu importe sa race, son ethnie, sa religion, son village. Dans les mosquées et autres lieux de culte, ceux qui prient avec nous, ce sont nos frères. Nos voisins et amis qui sont avec nous dans les moments de bonheur, des moments difficiles et les moments de deuil, ce sont nos frères. Quand vous êtes malade, attaqué ou en cas d'incendie, c'est votre proche, votre voisin qui vous vient en premier. Tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que personne ne peut tromper les Nigériens pour les engager dans une lutte fratricide sur des faux problèmes et des intérêts égoïstes et mesquins. La vérité, notre seul tort, le seul tort des peuples nigériens, c'est que nous voulons que notre pays soit libre, que l'on trouve notre dignité, que les Nigériens décident en toute souveraineté dans l'intérêt du Niger. Et on doit savoir qu'ils ne vont pas cesser leur tentative de déstabilisation. À nous d'y faire face jusqu'à la victoire totale, Inch'Allah. Pour finir, j'aimerais inviter chacun et tout le monde à la retenue et à avoir le sens de l'histoire. C'est l'une des plus belles pages de l'histoire de notre pays que nous sommes en train d'écrire tous ensemble. Le président Abdraman Chani, l'ensemble des membres du CNSP et du gouvernement, pour avoir pris la responsabilité de mettre fin au régime que vous connaissez et avoir décidé d'engager le Niger sur la voie de son indépendance véritable et la refondation de l'État pour le bonheur des Nigériens sans distinction et sans discrimination. Les oulémas, tous les religieux, la société civile, nos amis panafricanistes et de partout à travers le monde pour leur soutien. Le peuple nigérien pour son sacrifice, pour sa résilience et sa mobilisation que nous saluons. Nous savons tous que la situation est difficile. Nous savons aussi que le Niger et son grand peuple sont debout et déterminés à vaincre l'adversité. Le peuple sait que le prix à payer pour sa dignité et son développement. Le peuple a compris qu'aucun pays ne peut être en paix et se développer en étant sous domination. C'est la raison pour laquelle le peuple, dans son ensemble, soutient le CNSP et son gouvernement. Le peuple a confiance et a fait corps avec ses dirigeants actuels parce qu'il sait que c'est la bonne voie et que nous sommes tous à son service pour la réalisation de ses aspirations légitimes. Inch'Allah, nous vaincrons ensemble. Inch'Allah, dans quelques semaines, la situation difficile mais conjoncturelle que nous vivons sera derrière nous. Le président, le CNSP, le gouvernement y travaillent. Clairement ridiculisé en procédant à la suspension des visas aux étudiants du Sahel, mais principalement viser 3 pays aujourd'hui. On prend le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger. Non. La France est dans son rôle. Je ne sais pas pourquoi vous nous demandez de faire un procès à un pays qui est dans sa logique de construction impérialiste voilà, et d'évolution de son peuple. Ce que la France fait est bien pour la France et pour les Français. Mais qu'est-ce que nous faisons? Vous savez,
J'ai ri tout à l'heure quand Madame Siké a posé la question sur le principe de réciprocité au docteur Luison. Même si on voulait l'appliquer, Luison, combien d'artistes français viennent chanter en Afrique, là, dans nos pays? Ils vont chanter où? Combien d'étudiants français viennent dans nos écoles? En réalité, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on propose pour que ces derniers viennent? Avons-nous construit des salles de spectacle dignes de ce nom? Avons-nous la culture du spectacle même en lui-même déjà? Avons-nous construit, n'est-ce pas, des écoles, des universités dignes de ce nom? Sur quel modèle d'éducation nous avons assis, n'est-ce pas, l'éducation africaine? Parce que c'est ça en réalité. Eux, ils nous dupent depuis longtemps, mais nous ne voyons pas. Ils ont pris 2-3 noirs qu'ils ont très bien habillés. Ils vous disent ce sont les produits de telle université, de telle université. Allez-y savoir les références aujourd'hui de nos intellectuels africains. Oh, je sors de la Sorbonne, je suis polytechnicien, je sors de... Voilà les références de nos intellectuels africains. Une aberration totale. Mais tenez-vous tranquille. Pourquoi ils l'ont fait? C'est stratégique. Ils ont réussi à vous montrer que pour réussir, il faut passer dans leurs établissements. Monsieur Somba, tenez-vous tranquille. Pour cette année, je ne vais pas parler des années précédentes. On compte 400 026 étudiants africains en France. Bon, je vous donne juste ce chiffre-là. Mais ce n'est pas tous ceux qui... Il y a des étudiants qui ne sont pas déclarés. Vous le savez qu'on ne peut pas... Mais officiellement, des étudiants africains en France, vous avez plus de 400 026. Faisons un petit calcul pour comprendre qu'en réalité, la France sait pourquoi elle joue avec le Niger, le Mali et puis le Burkina Faso. Déjà dans le top 10 des pays qui ont les Africains, qui ont le plus des étudiants, n'y figure pas le Niger, n'y figure pas le Mali, n'y figure pas le Burkina Faso. La France n'ose pas faire ça aux étudiants marocains. N'ose pas faire ça, suspendre les visas des étudiants. Ils n'osent pas parce que c'est le premier pays qui a le plus d'étudiants en France. Ils n'osent pas faire ça aux étudiants ivoiriens. Ils n'osent pas faire ça aux étudiants algériens. Ils n'osent pas faire ça aux étudiants sénégalais. Ils n'osent pas faire ça aux étudiants camerounais. Vous avez 10 pays qui ont le plus d'étudiants de ce côté-là. Ils savent ce qu'ils font. En fait, l'autre histoire dans ces sanctions de visa, c'est qu'en fait, il faut provoquer la jeunesse nigérienne pour qu'elle se soulève. Ne voyez pas juste ça comme une sorte de sanction, parce que pour eux, l'enjeu n'est pas trop la suspension. C'est la provocation des étudiants, la provocation des artistes pour que ces derniers se dressent contre le pouvoir en place, les pouvoirs en place derrière. Mais allons-y faire quelques petits chiffres. Vous savez qu'un étudiant en France, africain, dépense au bas mot 12 millions par an. Au bas mot, quand vous parlez de la scolarité, le logement et tout. Ça, c'est basique. Ouais. C'est-à-dire qu'au bas mot, c'est 12 millions par an. 12 millions par an. Faites donc le calcul sur les plus de 400 000 étudiants africains. Vous êtes à 4 000 milliards 800 millions 312. Ça, c'est officiellement. Qui part de l'économie africaine pour alimenter l'économie française. Là, on parle des chiffres plus ou moins officiels. Donc, un étudiant doit, en principe, au bas mot, faire 3 ans d'études. Donc là, vous êtes dans plus de 14 000 milliards de francs qui entrent dans le système français. Donc on parle là de plus de 22 milliards d'euros. Quand même, vous pensez qu'ils peuvent jouer avec ça? Ils ne jouent pas avec ça, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'en réalité, voilà ce que nous devons dire aux Africains. Nous prenons de l'Afrique pour aller alimenter un pays. Et pourtant, nous pouvons construire des écoles. Nous pouvons éduquer nos enfants. Nous n'avons pas besoin des diplômés de la Sorbonne, des diplômés de je ne sais quoi, qui ne scient pas notre environnement. Plus grave, même dans notre système scolaire ici. On vous apprend la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous avez à foutre de ça? Qu'est-ce que nos enfants ont à foutre de ça? Deuxième guerre mondiale, la guerre froide, on a quoi à foutre avec ça? Non, ne riez pas. Ne riez pas. Nous sommes incapables, dans notre logique, les études supérieures après nos universités, c'est aller à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes en réalité? Quel type de dirigeants nous avons? Au côté
modèle d'éducation africaine. L'Afrique a besoin de se construire. Quels sont ceux qu'on doit former? Quel type d'étudiants nous devons, quel profil nous devons avoir? Regardez comment vous êtes beaux sur le plateau. Mais parce qu'ils ont réussi à inverser les valeurs, on réussit à vous dire que c'est seulement envers ces cravates que vous êtes beaux. Regardez vos tenues. On réussit à vous dire que non, c'est quand vous vous mettez en veste et cravate que vous êtes beau. C'est quand vous avez je sais pas trop, 10 voitures, 10 immeubles, que vous êtes riche. En réalité, on a réussi à inverser les valeurs et on a fini par vous faire croire que c'est lorsque vous êtes là-bas que vous réussissez. Vous êtes arrivé. Ouais, j'ai entendu des artistes dire que un jour, j'irai aussi prester à l'Olympia. Mon Dieu, ton rêve, c'est d'aller prester à l'Olympia? Ou au Stade de France? Mais là encore, les artistes diront peut-être qu'ils ne sont pas les responsables parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure, il n'y a pas la culture du spectacle. Mais non, nous devons tous construire cela. Parce que c'est important. J'ai parlé de la modification de notre logiciel de fonctionnement et de consommation. Les gens ont fait des conneries chez eux. Bon, ils ont fait ce qui est bien pour leur peuple. Et ils nous attirent. Seulement pour les visas, nous payons combien? Et regardez comment on nous traite pour un simple visa devant une ambassade. Mais là, nous ne parvenons même pas à appliquer le principe de réciprocité sur les visas. On nous a brandi des histoires d'accords de partenariat économique que plusieurs pays ont ratifiés, parmi lesquels le Cameroun. Mais lorsque vous voulez parler, on vous dit non, vous avez aussi la liberté d'envoyer vos pays, vos produits, vous envoyez quoi? Oh, juste. Vous envoyez quoi? Quel type de produit vous pouvez envoyer chez eux? Quel type? Et pour faire concurrence avec des produits qui sont subventionnés. Vous tuez l'économie locale. Mais vous tuez l'économie locale en signant ces conneries d'accords de partenariat économique. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec les artistes, et puis, là encore, on a un autre problème, Madame Siki. Allez-y pour sortir par là. Non, ne me dites pas de sortir par là, s'il vous plaît, parce que... Oui, oui. On a un autre problème. Oui, le manque de solidarité africaine est un problème. On ne peut pas dire, parce que lorsqu'une décision est injuste, nous devons être solidaires du justiciable. Si la décision est juste, d'accord, on peut dire, bon, on se plie, il a tort, d'accord. Mais dans une décision injuste, vous décidez de punir les étudiants, vous punir, parce que c'est une punition, les artistes. Il y a également l'adoption, on a parlé aussi d'une affaire d'adoption. Et les autres artistes africains vont aller se produire sans être solidaires de leurs frères. Vous pensez que dans le spectacle, l'artiste est celui qui gagne le plus? La réponse est non. Ouais. Le spectacle, c'est une chaîne. Un spectacle, l'artiste ne perçoit même pas le 1/10 de ce qui est gagné pour un spectacle. Ça, je peux vous le dire, en conséquence de cause. Donc, un pays ne peut pas s'amuser si tous les artistes africains aujourd'hui disent, puisque c'est la France qui a pris cette décision, nous n'allons plus prester en France. Vous savez ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer de ce côté-là? Mais ce sera une très grosse perte pour la France. Donc la solidarité africaine, si elle tarde, la solidarité des États, nous devons avoir la solidarité des peuples. Ça peut commencer par des corporations. Vous avez des artistes, vous avez des étudiants, nos enfants qui nous écoutent, nos frères, ils doivent déjà intégrer le fait que ce n'est pas un yalan. D'ailleurs, ils vont pour ne même pas revenir. Le plus grave, c'est même ça. Ils vont et puis après, ils disent, ben, je rentre là-bas, faire quoi? On va me payer combien? Ça, c'est le plus grave. Donc, il peut y avoir une solidarité qui commence par des corporations, la solidarité des peuples qui amènera donc les dirigeants à faire exactement ce que les peuples veulent. Parce que, Madame Sike, quand vous discutez avec certains chefs d'État, vous savez ce qu'ils vous disent? Dites-nous. Non, ils vous disent, vraiment, il y a un grand manque de solidarité africaine. Comme quoi, ils ont besoin de sentir qu'ils sont soutenus pour porter véritablement le flambeau. S'ils se sentent seuls, ben, Thomas Sankara a commencé. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Qui était solidaire de Thomas Sankara? Lorsqu'on tuait Kadhafi, qui était solidaire parmi les chefs d'État? Combien se sont levés? Et c'est ce manque de solidarité, malheureusement, qui parfois pousse nos chefs d'État à être des mendiants de je ne sais quoi et à entrer dans des deals qui ne sont pas bénéfiques pour le peuple. Donc il faut que nous soyons quelquefois solidaires de nos dirigeants lorsqu'ils font bien, et nous devons amener les dirigeants à comprendre que voici ce qu'il y a à faire.
sans compter... N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer